Mylène Pardoën, bonjour. Bonjour. Merci de réaliser cette entrevue pour la revue Entretemps qui s'intéresse aux différentes formes d'écriture de l'histoire. Généralement, la rencontre avec l'histoire se fait par la lecture d'un texte ou par le regard qu'on porte sur un tableau. Et vous nous invitez à mobiliser un autre sens, l'ouïe. Donc vous êtes archéologue musicologue ou plus précisément archéologue du paysage sonore. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qu'est ce paysage sonore et comment vous le définissez ? Alors un paysage sonore, déjà, le seul terme qui existe, c'est paysage, avec une forte connotation visuelle. Donc il est très difficile de qualifier tous les sons, puisque à ce jour, on va utiliser tous les autres sens pour essayer de qualifier un son. Il est boisé, il est cuivré, donc c'est très difficile d'avoir du vocabulaire pour définir un paysage sonore. Un paysage sonore, c'est une multiplicité de sons qui s'agrègent les uns à côté des autres, comme une sorte de superbe millefeuille. Et ces sons s'accommodent les uns à côté des autres, ils s'entendent. Et notre oreille, qui elle est discriminatoire, elle va attraper certains de ces sons. Je prends toujours l'exemple de notre promenade dans une rue. C'est-à-dire que quand on défile dans une rue, on attrape avec nos oreilles des bribes de vie, que ce soit la vie de la nature ou la vie de tous les jours. Avant de revenir sur votre travail, vous n'êtes pas arrivé tout de suite à ce point du paysage sonore et de l'archéologie. Vous avez eu une vie professionnelle avant tout ça. Est-ce qu'on pourrait reprendre un peu les origines et comment en êtes-vous arrivé là ? Alors oui, j'ai un parcours un peu atypique puisque je n'ai pas le baccalauréat. J'ai commencé à travailler à 21 ans, je me suis engagée. Donc j'ai été militaire. Dans ma carrière militaire, je suis devenue mécanicien sur hélicoptère au moment où les portes de ces métiers qui étaient jusqu'à présent réservés aux hommes ont été ouvertes. Et ensuite, j'ai eu un accident de parcours, ce qui fait que j'ai eu l'opportunité de rentrer par la petite porte à l'université et de faire des études. Donc moi, je suis docteur en musicologie. D'accord. Ma spécialité, ce sont les musiques militaires. Donc les musiques militaires avant le 19e siècle, je dirais même avant le 18e. Et j'ai eu ma première expérience sonore grâce à ma thèse, puisque j'ai été invitée à participer à la sonorisation de l'aile Orient du Musée des Invalides et qu'il fallait sonoriser. Et le sound designer qui travaillait pour ce musée-là avait un gros problème parce que les musiques militaires, c'est quelque chose d'assez particulier. Et il a fait appel, en tant qu'expert déjà, il a fait appel à mon savoir. D'accord. Et c'est là où j'ai détecté un besoin. Donc moi, ma recherche, elle n'est pas issue d'une problématique initiale, elle est issue de la détection d'un besoin. Les musées ne mettent pas de son, pourquoi ? Ce qui fait que quand on leur pose la question, les conservateurs de musées répondent, parce qu'on ne veut pas dualiser ce qui est normal, puisqu'ils ont une mission scientifique. Donc c'est vrai que le passage entre le sound design, même s'il est bien fait, et ce que je fais actuellement, il y a quand même une marche qui peut être importante. En effet, ça se développe peut-être de plus en plus grâce au projet que vous avez porté, notamment le projet Brettaise, oui. C'est ça ? En fait, il s'agissait de reconstituer le paysage sonore des rues de Paris au XVIIIe siècle à partir d'un plan, celui de Brettaise, qui date des années 1730, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est étrange parce que le voir, on a ces rues vides, comme sur tout plan, et vous incarnez un peu ces rues et vous leur rendez une vie. Comment s'est passé un peu ce projet ? Quelle est sa genèse ? À l'issue du constat qu'il n'y avait pas de son dans les musées, à l'issue de ce constat, j'ai commencé à réfléchir en me disant moi ça m'intéresse, comment je peux répondre à cette demande scientifique. Et pratiquement dans la foulée, j'ai eu 2 rencontres. Alors pas avec des personnes, mais avec 2 objets. Un livre qui est Louis-Sébastien Mercier, Le tableau de Paris, et le plan
de Louis Bretez, donc qui est plus souvent connu sous le plan Turgot, le nom de plan Turgot. Et ces deux éléments-là, d'un seul coup, ça a vraiment fait c'est comme l'alchimie. Tout est devenu, moi je dis toujours, c'est un voyage en 5D qui est apparu. Alors c'est vrai que le plan Bretez, du côté des rues, il est plutôt silencieux, mais par contre du côté de la Seine, il est très sonore. D'accord. Et c'est-à-dire, par exemple, il y a toutes les pataches, il y a tous les bateaux lavoirs, il y a le bateau moulin, il y a les pompes sur la Seine. Donc toute la Seine, elle est vraiment vivante. Les rues, beaucoup moins. Pour moi, ce n'était pas un problème, puisque de facto, je me planchais dans le tableau de Paris pour avoir des aspects sonores qui ressortaient d'un seul coup. Et là, je me suis dit, ça y est, je pense que j'ai trouvé la solution. Et j'ai commencé à réfléchir sur comment on pouvait rendre sonore un plan ou un dessin ou une image, animée ou pas, comment on pouvait la rendre sonore, mais sur un schéma scientifiquement valide. C'est vrai que nous, quand on lit une archive, enfin, nous, peu importe, toute personne qui lit un texte, a du mal, en fait, peut-être à se créer une ambiance sonore. Et vous y arrivez parfaitement. Vous avez ramené un extrait donc, de ce tableau de Paris. Est-ce que vous pourriez nous lire ce texte et peut-être un peu nous expliquer comment vous arrivez à créer ce paysage sonore? Alors, je n'expliquerai pas la chimie qui se passe dans mon cerveau parce que c'est vraiment compliqué, mais je veux bien vous mettre sur quelques pistes pour rendre ce paragraphe un peu sonore. Donc, c'est un texte qui est tiré du tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier. C'est pratiquement c'est le premier volume, c'est le chapitre premier, il s'appelle Coup d'œil général. Donc, dans les toutes premières pages, il explique plus le paysage et puis d'un seul coup on tombe vraiment dans un monde sensoriel. Alors au-delà, alors moi je m'occupe du son, mais au-delà du son, vous avez tous les sens qui sont sollicités dans ce petit paragraphe. Tous les sens sont interrogés à chaque instant. On brise, on lime, on polit, on façonne. Les métaux sont tourmentés et prennent toutes sortes de formes. Le marteau infatigable, le creuset toujours embrasé, la lime mordante toujours en action, aplatissent, fondent, déchirent les matières, les combinent, les mêlent. L'esprit peut-il demeurer immobile et froid, tandis que passant devant chaque boutique, il est stimulé, éveillé de sa léthargie par le cri de l'art qui modifie la nature? Partout, la science vous appelle et vous dit « Voyez !» Le feu, l'eau, l'air travaillent dans les ateliers des forgerons, des tanneurs, des boulangers. Le charbon, le soufre, le salpêtre font changer aux objets et de nom et de forme. Sur ce texte, les termes par eux-mêmes sont déjà sonores. On brise, on lime, on polit, on façonne. De ces termes-là, on a un certain nombre d'informations, des indices sonores. Moi, j'appelle ça des indices sonores. Vous appellerez ça peut-être des traces, parce que on va entendre les outils. Ensuite, il continue. Les métaux, ils sont tourmentés et prennent toutes sortes de formes. Donc, quand on a travaillé un peu avec, par exemple, des forgerons, on entend la transformation de la matière. Par exemple, quand le forgeron sort son fer du feu et qu'il est rouge vif, il commence à taper dessus, il tape sombre, il sonne sombre le fer. Et quand le fer il est mis en forme et qu'il est à la fin du processus, c'est-à-dire qu'il est couleur acier, là il teinte clair. Donc on a vraiment
tout le processus qui apparaît et ces sons, ils sortent. Alors, j'ai peut-être une sensibilité particulière et que ces mots-là font sortir des informations sonores. Quoi qu'il en soit, moi, ce texte, il est aussi, comment dire, il est sensoriel parce qu'il est aussi olfactif. On passe devant le boulanger, il y a l'odeur du charbon. Alors, on n'avait peut-être pas connu l'odeur du charbon. J'ai eu la chance de connaître le charbon, le soufre et le salpêtre parce que je fais partie d'une génération où c'était présent. Et donc tous ces sens-là, ils sont vraiment présents dans ce texte. Et il n'y a pas que ce texte dans le tableau de Paris. Mais ce texte-là, on est obligé de l'alimenter par d'autres sources. Oui, parce que c'est un auteur. Et l'auteur, il est là pour solliciter votre partie émotion. Or, mon travail, c'est un travail scientifique. Si l'émotion jaillit de la partition quelque part, que je fais jouer à tous ces bruits et ces sons, c'est simplement parce que ça trouve chez vous un repère sensoriel qui va vous faire vibrer. Mais ce n'est pas mon travail d'agencement des sons comme pourrait le faire un compositeur. Mais justement, là, en lisant ce texte, on a une succession d'actions. En fait, vous créez des scènes qui ont un début, une fin. Vous imaginez justement le travail du forgeron qui crée l'objet de A à Z, ou est-ce que ce sont des boucles de sons que vous répétez? C'est un peu compliqué. En fait, je vais faire plusieurs petits tableaux les uns à côté des autres. Par exemple, pour Brettez, il y a 70 tableaux sur lesquels j'ai travaillé, en fonction de la localisation dans la maquette. Et à chaque fois, on a une petite scène qui se déroule. Sur le marché, on va avoir une scène de marché. Du côté des bouchers, de la grande boucherie, on va avoir une scène de boucher. Un peu plus loin, on a un marché aux poissons morts. On a également une scène, tout simplement parce qu'on a réussi à repositionner l'ensemble des artisans ou des acteurs qui pouvaient se trouver à ce moment-là sur cette scène. Et on recoupe les informations jusqu'à se dire qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là que l'on peut rendre sonore pour que ce soit compréhensible par les oreilles d'aujourd'hui. Parce que les oreilles du passé, elles vont toujours comprendre l'action. Mm-hmm. Les oreilles d'aujourd'hui, il faut ce qu'on appelle des clés d'écoute. C'est-à-dire que moi, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'artisan forgeron, j'ai dû vous donner des informations sur ce qui se passe. Dans le passé, quand on écoutait un forgeron, on savait à peu près où il en était dans son processus parce qu'on avait ces repères-là. D'accord. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport à un travail de sound designer, moi, mon travail d'archéologue du paysage sonore, ce sont des sons du passé qui sont encore dans notre présent. Je fais la chasse aux papillons avec mes sons, je vais les capter, j'essaie de comprendre ce qui se passe comme processus et je vais le transmettre. Et je vais le transmettre de manière auditive. Et dans le plan Brettez, est-ce que certaines scènes remplacent d'autres? Parce que si je me souviens bien, on avance en fait dans le plan, et donc il y a des scènes qui se mettent un peu en retrait par rapport à d'autres. On entend toujours en arrière-fond le forgeron quand on passe devant le boucher. En fait, c'est un trajet comme ce qui se passe quand on se promène dans une ville. Mais pour le XVIIIe siècle, il a fallu réfléchir sur comment on se déplace dans la ville. Et en fait, après avoir bien réfléchi, calculé, trouvé des informations, on se déplace à peu près 1 km/h plus lentement aujourd'hui. Donc il a fallu ralentir le processus de promenade dans la maquette, ce qui fait que les sons ont aussi une autre saveur. On peut mieux les entendre. Et si on passe un peu à la collecte, parce que là on a parlé de l'archive, cette collecte, vous repérez certains sons en particulier en vous baladant dans la ville ou dans la campagne, où vous allez vraiment les chercher et les collecter dans des endroits particuliers? Alors, pour la collecte de sons, c'est une action en 3 temps. Au premier temps, trouver l'indice sonore. Et donc, on va avoir une sorte de millefeuille avec des caractéristiques sur un quartier donné, parce qu'on est obligé de définir des périmètres, sinon on s'épuiserait la tâche. Donc, sur un quartier donné, sur une temporalité donnée, on va plonger dans le temps, récupérer des indices ou des traces sonores et essayer de comprendre comment ça s'articule. Ça, c'est le premier temps. Ça prend à peu près 80%
d'une restitution. Deuxième temps, eh bien, on regarde dans le présent ce qu'on peut avoir. On ne va pas s'épuiser à chercher des bruits et des sons qui sont compliqués ou sur lesquels on sait qu'on va choper, soit parce que le métier a disparu, soit qu'il est tellement rare que on ne va peut-être pas avoir l'opportunité tout de suite de le capter. Donc on va plus aller, je vais récupérer plutôt des sons de tailleur de pierre plutôt que le son d'un plumassier où c'est plus compliqué. D'accord. Voilà. Donc Oui. on va vraiment cibler pour ne pas s'épuiser à la tâche. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend contact avec les artisans et puis on va faire la captation. Donc pour cette captation, eh bien là aussi on est en plusieurs temps. On étudie le métier, le lieu, on fait vraiment une préparation de mission très fine pour ne pas déranger l'artisan. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à quel type de micro, comment on va à venir sur la scène, le travail, comment on va venir pour capter ces sons sans déranger l'artisan, même si quand il a accepté, il est vraiment content de participer au travail. Et puis ensuite, deuxième temps, on va dérocher, travailler tous ces sons, les analyser, parce qu'on les analyse systématiquement, et seulement à la fin, on va faire un agencement. D'accord. Et comment vous gérez un peu justement l'ambiance sonore ou le lieu en fait où est l'artisan qui ne correspond pas du tout à un lieu dans lequel il aurait été au XVIIIe siècle? Vous captez juste le son de son travail ou vous avez besoin aussi de capter tous les sons de la pièce? Alors, on a 3 types de captation. On a ce que j'appelle moi l'objet sonore ou le geste sonore. On a donc des micro-canons qui vont prendre uniquement ce dont on a besoin comme information sonore. Donc, c'est quelque chose de très serré. Donc, ça élimine pratiquement tout ce qu'il y a sur les côtés. Par exemple, la semaine dernière, nous sommes allés sur le toit du Grand Palais, parce qu'ils sont en train de faire la zinguerie. Et tout le travail du zinc, on l'a enregistré au micro-canon. Pourquoi? Parce qu'on est en extérieur, et quand même en bas, il y a un boulevard près du pont Alexandre III. Ça passe un tout petit peu, même si ça passe moins qu'auparavant, mais ça passe quand même. Donc il y a quand même de la pollution. Et avec ce type de micro, on arrive à annuler pratiquement tout ce qu'on appelle la pollution sonore, le bruit, qui n'est pas le même bruit que le son. Donc voilà, on prend ce type de micro. Ça, c'est pour l'objet sonore. Ensuite, on prend tout ce qu'il y a autour. Donc, par exemple, ici, on aurait un micro beaucoup plus large, un ambisonique, qui prend dans tous les sens. Et puis, il y a la troisième posture, c'est le son que l'on va prendre sur l'artisan. Donc, on va lui mettre 2 micros au niveau des oreilles pour savoir quels sont les sons qui arrivent à ses oreilles. C'est ce type de captation que l'on a fait par exemple pour Sens, puisqu'on est allé enregistrer les cloches de Sens, et on a positionné une tête. Donc là, on ne l'a pas mis sur un prêtre, mais on a mis une tête factice, et sur cette tête qui comporte deux micros au niveau des oreilles, on a fait sonner toutes les cloches, le grand plénum, le glas, tout, et on a enregistré pour savoir ce que le prêtre, lui, entendait des cloches au moment du déclenchement, in situ, derrière l'autel. D'accord. Et là, on s'aperçoit que les cloches qu'entend le prêtre, elles sont vraiment complètement différentes de ce qu'entend, par exemple, un croyant qui est dans la nef ou quelqu'un qui est sur le parvis. On a fait ces 3 captations. D'accord. Et ça nous permet de nous mettre en situation différente. Et vous utilisez les différents points de vue, justement. Donc, ce prêtre qui est au niveau de l'autel, il peut entendre ces bruits-là. Enfin, vous avez envie de recréer des paysages sonores à partir de différents points de vue? Oui, c'est un des travaux qui est mené dans le cadre du chantier Notre-Dame. C'est-à-dire que dans le cadre du chantier Notre-Dame, avec mon collègue qui est acousticien Brian Katz, lui, il fait les volumes sonores et des restitutions virtuelles de ces volumes sonores, et il peut mettre dans ces volumes, il peut promener des micros virtuels pour repositionner, en fonction des époques, repositionner qui est dans la nef, qui est sur l'autel, qui est derrière, au niveau du chevet par exemple, ou qui est sur le parvis, et qu'est-ce qu'on entend de Notre-Dame à différentes époques. Alors justement, le projet Notre-Dame, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but, en fait, pourquoi vous avez été appelé sur ce chantier-là? Alors... vaste question. Oui, c'est... on nous a sollicité parce qu'on s'est
on a proposé notre matière sonore. Quand il y a eu l'incendie le 15 avril, avec mon collègue, on avait déjà un projet de travailler ensemble. Mais jusqu'à présent, ça ne s'était pas fait. Et on se posait la question du théâtre. Moi, c'était une problématique qui m'intéressait, la problématique du théâtre. Lui aussi, il avait déjà travaillé dessus, donc bon, on se disait pourquoi pas. Et puis il y a eu l'incendie. Et pendant 2-3 jours, ça a été un gros cas de conscience. Est-ce qu'on se propose ou pas? Est-ce qu'on est opportuniste ou est-ce une opportunité? Et puis on a proposé. On s'est dit, ben voilà, nous on travaille sur les sons. Brian avait fait des captations de volumes sonores de la cathédrale avant l'incendie. Donc on avait un modèle sur lequel on pouvait s'appuyer, juste sur la nef. Il n'avait pas pu aller au-delà du transept, mais il avait quand même la nef. Donc on a proposé nos services. Donc lui il fait l'acoustique, moi je fais le paysage sonore, et on travaille ensemble dans le cadre du groupe de travail acoustique du grand chantier scientifique Notre-Dame, CNRS, Ministère de la Culture. Et le but, ce sera quoi, de permettre aux gens d'écouter ces sons une fois que la cathédrale sera restaurée, ou ce sera plutôt une plateforme? Comment vous imaginez le rendu final scientifique? Alors, pour l'instant, il y a plusieurs étapes. On a déjà des rendus de l'acoustique et de concerts virtuels. Donc ça, c'est déjà disponible, c'est en ligne, on peut écouter. C'est le travail de Brian. Et normalement, ça sera mis à disposition par l'établissement public d'administration de Notre-Dame. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, on est en discussion avec eux pour pouvoir permettre au grand public d'y avoir accès assez rapidement. Mais qu'est-ce que vous appelez concert virtuel? Un concert virtuel, c'est un concert qu'on peut écouter à partir de son smartphone. D'accord. Et qui sera, qu'on pourra localiser à l'extérieur de Notre-Dame, puisqu'on ne peut pas rentrer actuellement dans Notre-Dame, mais en décalé, mais dans Notre-Dame quand même. C'est comme si on avait environ 50 mètres de décalage, mais à des points précis de l'exécution du concert. Par exemple, on pourra être à l'intérieur de l'orchestre, ou on pourra être du côté de la nef, et on pourra entendre ce qu'on entendrait si on était dans Notre-Dame à cet endroit-là. Donc ça marche avec des QR codes à partir du smartphone, et on est localisé. C'est pour ça qu'on parle de micro virtuel, puisque en fait on devient micro, puisqu'on reçoit des sons et on se promène dans quelque chose qui n'existe pas, puisque c'est de la virtualité. Ça ne sera pas une maquette virtuelle visuelle, mais bien une maquette virtuelle sonore. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va remonter dans le temps. Donc on a 6 dates qui sont des dates clés dans la vie de Notre-Dame. 8 dates clés dans la vie de Notre-Dame. Et on va travailler sur ces espaces acoustiques et sonores de Notre-Dame. D'accord. Donc, par exemple, les musiques que l'on jouait ou une messe? Alors, les ambiances sonores à la fois intérieures et extérieures, les musiques qui peuvent être exécutées, et puis tout ce qui se passe autour. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le parvis de Notre-Dame, il est immense. Par exemple, au XIIe, au XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècle, jusqu'au XIXe siècle, le parvis Notre-Dame, il allait jusqu'aux barnums. Les barnums, c'est ces espèces de grosses tentes qui reçoivent les poutres, qui hébergent les poutres temporairement. Donc voilà. Donc vous dites que le parvis était tout petit. Oui, il était vraiment tout petit. Donc le tissu urbain était tout autour il était vraiment très proche de la cathédrale. D'accord. Donc ça doit complètement changer la réception de l'auditeur sur le parvis du XVIe. Et puis, même l'activité de Notre-Dame par elle-même, elle a été modifiée en fonction des époques. Donc voilà. Nous, on va travailler sur ces 8 périodes-là. Très bien. Et le dernier point, c'est que ça demandera un très gros travail, mais on va impliquer dans le modèle virtuel visuel sur lequel travaillent nos collègues du GT numérique. Nous, on va impliquer notre modèle notre modèle virtuel sonore pour rendre sonore réellement la maquette virtuelle visuelle.
D'accord. Et comment vous avez choisi les dates? Alors, c'est des Qu'est-ce qui a dates arbitré? clés de Notre-Dame. C'est-à-dire Donc, le chantier oui. ou... D'accord. Oui. Lorsqu'elle a été inaugurée la première fois, elle n'était pas terminée, donc D'accord. avec une partie de la nef. Une deuxième fois où il commençait à y avoir les chapelles. Après, on est plus sur des moments clés sonores, comme le sacre de Napoléon, par exemple. D'accord. Donc vous reconstituez aussi des événements historiques en Parce que ponctuels. à l'intérieur de Notre-Dame, il y a des modifications qui sont importantes. Et ces modifications, elles ont vraiment une incidence sur l'acoustique et sur l'agencement des lieux. Par exemple, il y avait un jubé D'accord. qui a Oui. disparu. Donc, Donc à partir du moment où il y a un jubé, il y a une coupure entre la partie laïque et la partie religieuse. Mhm. Et voilà, l'étude, c'est savoir les porosités. Bien Donc sûr. on va aller jusque-là. Par exemple aussi, s'il y a un jubé et qu'on écrit une partition de musique, il faut savoir si on l'écrit pour devant ou derrière ce jubé, et si le compositeur il a tenu compte de l'acoustique des lieux, D'accord. soit pour faire des jeux de stéréo ou des réponses. Donc voilà, tout ça, on a des collègues musicologues qui vont commencer à réfléchir sur ça. Et puis ce qu'il faut aussi bien comprendre sur Notre-Dame, c'est que la Notre-Dame que l'on connaît, c'est quand même la Notre-Dame de Viollet-le-Duc. C'est pas Notre-Dame d'avant ces interventions. Oui. Donc il a raccourci les baies, il a modifié les vitraux. Enfin bon, il y a beaucoup d'éléments qui ont été changés. D'accord. Donc il joue énormément sur le Oui, paysage. donc que ça vous avez modifie créé. aussi les acoustiques. L'acoustique. D'accord. Depuis le début de l'entretien, vous parlez énormément d'une collaboration en fait avec différents métiers. On voit que voilà, ça peut aller de l'artisan jusqu'à voilà, au sound designer ou ce genre de choses. Vous travaillez vraiment avec tous les métiers. Est-ce qu'il y a des chercheurs en particulier avec lesquels vous travaillez? On travaille à parts égales avec autant les sciences humaines et sociales et les sciences dures. Dans les sciences humaines et sociales, on a bien sûr les historiens de l'art, les urbanistes, les géographes, on a quand même les sociologues, voire même les ethnologues qui viennent apporter au pot leur savoir. Et puis on a du côté des sciences dures, on a quand même tout ce qui est informatique, les acousticiens qui sont aussi très présents. Et au niveau en dehors des disciplines scientifiques telles qu'on le conçoit, on a également tout ce patrimoine culturel immatériel qui nourrit quand même notre recherche, qui sans elle, ça ne serait pas possible d'avoir des captations. Donc en fait, c'est un panel très, très, très large. Je dirais que c'est de la science par et pour la société presque, parce que vraiment c'est quelque chose de très ouvert. Oui, parce qu'on a l'impression, en vous écoutant, qu'il y a un peu deux pans dans votre travail. Il y a la reconstitution de scènes historiques grâce à des ambiances sonores actuelles. Et de l'autre côté, en fait, il y a la captation de sons actuels à destination de conservation, presque. Quand vous parlez de patrimoine immatériel, en fait, c'est un peu ça. C'est ça, c'est... Quand j'ai débuté mes recherches sur Brettaise, j'ai jamais imaginé l'impact que ça pourrait avoir. Tout simplement parce que moi, initialement, c'était simplement parce que j'avais détecté un besoin au niveau des musées. Et quand les collègues historiens m'ont dit « Oh, mais alors, c'est fabuleux parce que nous, ça nous ouvre des portes », j'ai dit « Tiens, c'est... » J'ai pas dit c'est étrange parce que pour moi, je suis toujours contente d'ouvrir ma recherche et puis de faire participer. Mais j'ai commencé à ouvrir des portes. Et aujourd'hui, je me dis que mon objet, il est bicéphale. Il est fabuleux parce que justement, c'est à la fois un objet de recherche et c'est à la fois un objet de communication et de valorisation à destination de tout public, mais de tout public. Ce qui fait que, comme en plus c'est une discipline qui est toute neuve, j'ai plein de portes et de fenêtres qui s'ouvrent. Et quand j'en ouvre une, ce sont des mondes chaque fois, c'est abyssal. Alors, je pourrais avoir peur, prendre mes jambes à mon cou puis partir. Mais bon, je me dis, non, parce que c'est intéressant et j'y vais, quoi. La toute dernière, c'est vraiment le patrimoine culturel immatériel sur lequel je commence seulement à travailler et qui
initialement, moi, c'était plus une réflexion en me disant, ce geste-là, quand je capte, j'entends quelque chose qui varie, et j'ai commencé à travailler sur ces captations à partir des sonogrammes, c'est-à-dire on prend le fichier son, on regarde le spectre, et puis on regarde ce qui se passe, on analyse ce qui se passe en fonction de ce que l'on a vu. Et en faisant ces analyses-là, les gens qui travaillent dans le patrimoine ont commencé à me dire « mais nous, ça nous intéresse parce qu'on travaille avec nos oreilles, on aimerait comprendre ce qui se passe derrière ». Donc c'est à la fois, moi ça m'intéressait, quand je le présente, parce que je fais toutes les fêtes de la science, j'adore le contact avec le grand public, parce qu'il y a toujours la question qui tue, auquel nous, chercheurs, on n'y a pas pensé, parce qu'on a le nez dans le guidon, et qui ouvre là aussi une porte. Voilà, et c'est un puissant fond, mais c'est fabuleux, quoi. Et est-ce que vous diriez que, en fait, en travaillant pour cet entretien, je me suis rendu compte que je ne savais pas si on disait la création d'un paysage sonore, la composition d'un paysage sonore. Comment vous pourriez... Parce qu'il y a ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Moi, je dirais composition d'un paysage sonore quand on est sur un tableau qu'on va rendre sonore. D'accord. Parce que le tableau par lui-même, il est immobile. De fait, ce qu'on va essayer de faire par notre son, puisque quand on fait une ambiance sonore, c'est du temps, de l'espace et de l'espace-temps. Donc il y a un déplacement à l'intérieur qui ne rend pas l'image fixe d'un tableau. Donc on lui donne une dimension supplémentaire. D'accord ? Si je travaille par exemple pour Brettez, ou si je travaille dans l'absolu sans image, mais pour restituer, je ne suis pas dans la même optique. Je ne suis pas du tout dans la même optique. C'est que je vais essayer de témoigner de quelque chose qui va se passer, mais pas d'imaginer ce qui se passe derrière un tableau. Quand on a un tableau ou quand on a un texte, il faut faire la part de l'auteur. C'est-à-dire que, surtout un tableau, le peintre, il raconte tout ce qu'il a envie de raconter dans un moment très réduit qui est sa toile et sur un endroit qui est contraint. Je prends par exemple le tableau de Naudet qui sert de base de départ en complément de Brettez ou du tableau de Paris. Ce tableau de Naudet, il met sur sa toile, il pose plein d'éléments qui, en toute logique, dans cette temporalité-là, ne pourraient pas être en même temps. Quand nous, on se replonge dans l'histoire, on se dit qu'est-ce qu'il raconte de vrai et qu'est-ce qui est, non pas faux, mais qui est un peu à côté, atemporel. D'accord, oui. C'est pas faux. Le plan Brettez, on en a parlé tout à l'heure. Ce plan-là, il est vide. Il est vide, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de personnages, il n'y a rien du tout. Brettez, il l'a fait parce qu'il a voulu raconter quelque chose. Il n'est pas faux ce tableau, puisqu'on retrouve des bâtiments qui sont identiques à ce qu'il était dans le passé. Donc il n'est pas faux. Il raconte juste une histoire. Donc c'est savoir ce que raconte l'auteur du document sur lequel on travaille et de dire comment on va faire la part des choses et comment nous, on peut compléter les vides. Et par exemple, sur Brettez, les vides, comment je les complète ? Les vides, je vais les compléter avec des documents administratifs. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre de connaître finement, positionner finement tous les artisans sur un quartier. Qui dit artisan, on a vu tout à l'heure, ça génère des bruits. Oui. D'accord ? Par exemple, compléter également les trous en se disant quelles pouvaient être, à un moment donné, les activités dans ce quartier. Et là, les PV de police arrivent, on se dit mais c'est fabuleux parce que ça nous raconte toujours une histoire. Parce qu'un PV de police, ça raconte toujours une histoire. Mais c'est factuel. Parce que l'agent qui va relever l'action, il ne va pas pleurer, il raconte, voilà, avec les mots en plus de l'époque, donc ça vaut vraiment, ça devient sonore, on imagine bien les scènes. Donc on a des bribes de vie qui viennent et qui forment la vie qui se passe dans le passé. D'accord. En parlant de préfecture de police, il me semble que vous avez justement un projet là-dessus. Alors, on a eu un projet, on a eu une commande des Archives nationales pour une exposition d'illustration sonore de la police des Lumières. C'était une exposition temporaire. Et parmi les tableaux qui nous étaient demandés, la restitution de la vie d'un commissariat de police la nuit. Donc on a narré un PV de police qui racontait l'histoire d'une agression du côté du Grand Châtelet avec l'intervention du guet
D'accord. et également l'emploi d'un sifflet de police. Donc on a retrouvé dans notre foultitude d'informations le sifflet de police qui est au musée de la préfecture de police et la cloche de guet qui, elle, se trouve au Mucem. D'accord. Ah, ça doit être intéressant. Donc là, c'est vraiment la reconstitution d'une scène un peu ponctuelle. Oui, d'une bon, nuit. même retrouver le tic-tic de la prostituée qui alpague le client. Donc voilà, c'est devenu intéressant. Il y avait des... Comme le guet intervient la nuit et que la rue est censée être calme, eh bien, les personnes qui habitent aux étages supérieurs balancent qui dépôt des excréments, tout ça. Donc voilà, on est un D'accord. peu... D'accord, donc vous avez Oui, on essayé a de des bons moments. Oui, je vois ça. Très bien. Quand on écoute vos paysages sonores, en fait, chaque auditeur arrive un peu avec ses souvenirs sur un son. Comment vous arrivez à gérer justement les émotions que peuvent susciter certains sons et qui ne devraient pas en susciter? Comment vous... Alors moi, je ne gère pas d'émotions. En fait, je suis assez froide quand je travaille. Je constate, je fais, j'agence mes sons et je ne vais pas au-delà. C'est juste un constat. C'est comme un historien. Je constate. Je constate et je restitue. C'est la seule chose que je fais. L'émotion qui surgit, elle vient de vous. C'est vous avec votre ADN sensoriel. C'est un peu comme une Madeleine de Proust. Ça va vous rappeler quelque chose. Donc, tout à l'heure, moi je disais, l'odeur du charbon, du soufre, je les ai au fond de moi. Je vais faire un petit aparté, je vais revenir sur Notre-Dame. Je suis allée rentrer dans Notre-Dame 2 mois après l'incendie, et ce qui m'a profondément marquée. Alors, je n'ai pas eu d'émotion, c'est toujours la question. Oh, tu as été émue? Non. Déjà parce qu'on rentre dans une enceinte qui est polluée, donc on doit se déshabiller, on passe par... on doit revêtir une combinaison, enfin c'est assez lourd à gérer. Et puis on n'a que 2 heures, donc on y va pour le travail. Par contre, la seule chose qui me reste, ce sont les odeurs. Parce que j'ai senti ces odeurs de bois, d'incendie, d'accord, et l'odeur du plomb fondu, qui était gravée dans ma mémoire, puisque dans ma carrière de militaire, j'avais senti du plomb fondu. D'accord. C'est une odeur assez particulière, grasse, qui colle, même si on avait le masque, ça rentre partout, ça colle dans les naseaux, et c'est pas très, très agréable. Mais c'est c'est la seule chose que je peux dire sur ma première rentrée sur Notre-Dame. Tout le reste, j'étais tellement focalisée sur le travail, Oui. j'ai pas eu d'émotion. Par contre, j'ai eu un réflexe sensoriel qui est, c'est mon odorat qui est rentré en action. Donc ça fait pareil pour les sons. Oui. Ça va vous rappeler quelque chose. Donc celui qui a entendu un forgeron, le bruit de la forge va lui rappeler quelque chose. Je fais un constat, j'explique ce qui se passe sur cette scène, j'ai tous les éléments. Et puis la seule chose que je fais, c'est que j'essaye de faire entendre au moins une fois les sons qui sont à l'intérieur, avant de les re-rentrer, pour que l'oreille puisse les capter. Parce que sinon, ça fait un galimatia. C'est très... La machine informatique, elle n'est pas discriminatoire comme l'oreille. L'oreille va accrocher les sons. Là, vous vous êtes tendu vers moi. Donc vous allez faites presque abstraction de tout ce qui se passe aux alentours. Et est-ce que vous avez des premiers auditeurs, entre guillemets? Est-ce que vous les faites écouter à des gens en particulier avant de les faire écouter à vos collègues, ou c'est vraiment... Non. Je fais écouter... alors, si c'est une scène historique, je fais écouter à des historiens. D'accord. Pour voir quand même s'il n'y a pas trop d'anachronisme. Jusqu'à présent, il n'y a pas. Jusqu'à présent, j'avais des malvoyants que je sollicitais. D'accord. Pour voir si mon travail était suffisamment précis, pour que ça ne soit pas un amalgame de sons, justement. Oui. Et s'ils arrivaient à revoir ces scènes? Ils ont une nuit fabuleuse, donc franchement, travailler avec eux. Donc s'ils arrivent à trouver à peu près, une dizaine de sons sur la vingtaine ou la trentaine que j'ai mis, des fois j'en ai mis plus, je suis vraiment contente, parce que ça veut dire que le travail, il est déjà bien fin. D'accord. Parce qu'après, c'est simplement, on n'a pas forcément entendu le son qui existe. Oui. Donc, très bien. Bon, merci beaucoup. Petite dernière question pour clore cet entretien.
Si vous aviez la possibilité de recréer n'importe quel paysage sonore dans le temps, dans l'espace, où est-ce que vous nous emmèneriez avec nos oreilles? Est-ce que vous avez un projet qui vous tiendrait vraiment à cœur? Moi, c'est Paris au XVIIIe siècle, alors sans doute un autre quartier de Paris. D'accord. Et peut-être au niveau des caves, parce que je suis très intriguée par ce qui se passait sous la terre. Contrairement à ce qu'on pense, il y a quand même des circuits souterrains qui existaient, donc ça devait être assez fabuleux. Ce serait le Paris des bas-fonds, un peu. Presque. Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci de m'avoir invitée, c'était vraiment un plaisir.